Bonjour à tous. Je me présente, Nadia Orobello, directrice relations avec les membres et partenariats, Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Merci d'être avec nous ce matin pour ce webinaire d'experts présenté par Lavruy Avocat, intitulé « Quoi faire avant, pendant et après un cyberincident ». Le webinaire d'aujourd'hui vous permettra de faire le point sur les impacts des cyberincidents et de découvrir les obligations et bonnes pratiques pour bien vous préparer à leur éventualité. On vous invite à poser vos questions dans l'onglet Q&A tout au long du webinaire, puisqu'une période de questions suivra la présentation. Sans plus tarder, je cède la parole à nos conférenciers. Madame Céline Lou, associée Lavruy Avocat, et Monsieur Éric Lavallée, associé et agent de marque de commerce Lavruy Avocat. C'est à vous. Bonjour à tous, bienvenue parmi nous ce matin. Nous sommes très heureux de vous accueillir. Alors, si vous êtes là ce matin, c'est que vous êtes déjà vendu. Vous comprenez très bien que la cybersécurité, c'est une affaire de tous. Souvent, quand on parle de cybersécurité, on pense à l'équipe de TI. On pense à des équipes, à des grandes entreprises ou encore à plusieurs centaines de milliers de dollars. En fait, la réalité, c'est que la PME est également visée par les cyberattaques. En fait, plus de 25% des PME ont été victimes de cyberincidents au cours de la dernière année. Alors, ce matin, notre but, c'est de vous donner un coffre à outils. Excusez, ça se peut que je perde ma voix et que mon collègue Éric embarque. Alors, on veut vous donner un coffre à outils pour la PME pour savoir quoi faire avant, pendant et après un cyberincident. Puis, on espère qu'à la fin de tout ça, vous allez développer une certaine cybervigilance au sein de votre entreprise. Alors, juste un petit mot sur nous. Mon collègue Éric est avocat, mais c'est sa deuxième carrière. Éric, il a été entrepreneur, il avait une entreprise en nanotechnologie. En fait, Éric a un bac et une maîtrise en physique et en plus un bac en génie électrique. Et il est également notre directeur de notre laboratoire juridique Lavruy sur l'intelligence artificielle. Moi, Céline Lou, je suis une simple avocate en fusion-acquisition, mais c'est certain qu'au cours de la dernière année, avec le virage numérique, c'est devenu inévitable qu'il faut considérer la cybersécurité. Donc, c'est devenu une partie intégrante de ma pratique. Et Éric a eu la gentillesse de m'accueillir dans son équipe pour qu'on se penche ensemble sur les enjeux de cybersécurité. Alors, sans plus tarder, je vais laisser la parole à mon collègue Éric. Merci pour cette extraordinaire introduction, Selena. Et je dois dire que Selena est peut-être un peu trop humble. Elle n'est pas une simple avocate. Elle est vraiment quelqu'un qui a une pensée très développée au niveau de la gouvernance des entreprises, ce qui est très important et qui va être un des sujets qu'on va traiter aujourd'hui. Mais avant de commencer, pourquoi on vous parle de cybersécurité? Qu'est-ce qui s'est passé dans notre société pour que ça devienne un enjeu? Je vais vous raconter une petite histoire. Mon grand-père travaillait dans une usine de produits chimiques. Ils avaient un chimiste qui était extraordinaire, qui trouvait des recettes très innovatrices pour l'époque. On parle des années 70, début des années 80. Et la cybersécurité n'existait pas dans ce temps-là. On parlait tout simplement de protéger les secrets commerciaux parce qu'ils avaient des problèmes avec de l'espionnage industriel. Des espions avaient tenté à quelques reprises de saisir les recettes qui étaient développées par cet extraordinaire chimiste. Et les secrets de l'entreprise étaient gardés dans un coffre-fort, c'était imprimé sur du papier, gardé dans un coffre-fort. Il n'y avait que 3 personnes qui avaient la combinaison du coffre-fort et mon grand-père, étant un patenteux devant l'Éternel, avait fait couler les pattes du coffre-fort dans les fondations de l'usine. Donc, il n'y avait absolument rien qu'on pouvait faire pour le déplacer. Maintenant, la société a évolué beaucoup. On n'a plus ce contrôle-là sur l'information au sein des entreprises. Pourquoi? Bien parce que l'information est numérique maintenant. On a de l'information qui est sur plusieurs ordinateurs de plusieurs employés. Elle circule beaucoup plus au sein de l'entreprise. On a de l'info nuagique. L'information se partage très rapidement. En un clic, on peut envoyer un ensemble de documents très, très sensibles. Alors, il y a eu une évolution et cette évolution-là fait en sorte qu'on est obligé de réfléchir pour protéger les actifs sensibles des entreprises.
Si on pouvait avancer. Je suis désolée d'avoir reculé. Il n'y a pas de problème. Et voilà. La cybersécurité, c'est une affaire de tous. Donc, si vous opérez un site web transactionnel, c'est évident que vous manipulez des renseignements sur non seulement les cartes de crédit des gens qui commandent, mais aussi les produits qu'ils commandent ou les services pour lesquels ils vous payent. Vous manipulez peut-être des renseignements personnels des clients, certainement de vos employés. Vous avez de l'information confidentielle de certains partenaires d'affaires. On signe des ententes de confidentialité assez rapidement aujourd'hui et on manipule beaucoup de renseignements qui nous sont échangés des fois simplement par courriel avec des partenaires d'affaires. Et parfois, on a nos secrets commerciaux, ceux de nos partenaires, mais ces secrets commerciaux-là peuvent être vulnérables à des enjeux de cybersécurité. Donc, à peu près toutes les entreprises aujourd'hui, PME, grandes entreprises, ont des enjeux liés à la cybersécurité. Tous ces actifs-là peuvent être vulnérables dans certains cas. Par ailleurs, étant donné cette évolution de la société, cette évolution liée à l'évolution technologique, le cadre législatif a évolué aussi. On a des obligations beaucoup plus sévères quant à l'encadrement, notamment des renseignements personnels, parce qu'il faut protéger le public des fuites de données. On a tous vu dans les médias des situations un peu regrettables où des données de personnes, d'individus ont été détournées dans différents types de cyberincidents. Puis parfois, ce n'est pas des cyberincidents de très haute technologie. Alors, notamment au Québec, on a le projet de loi 64 qui a été adopté, qui va rentrer en vigueur et qui impose un certain nombre de nouvelles obligations. Donc, par exemple, on exige maintenant que les politiques de renseignement personnel ou politiques de vie privée qui apparaissent sur les sites web, qu'on fait accepter aux clients des entreprises assez rapidement dans la relation d'affaires, souvent au tout début de la relation d'affaires, que ce soit écrit dans un langage compréhensible. Donc, en termes simples, et on veut s'éloigner de la pratique qui existait autrefois d'avoir des textes juridiques que, à part quelques juges et quelques juristes de haut niveau, personne n'était en mesure d'interpréter. On veut aussi que l'évaluation des facteurs relatifs à la vie privée soit omniprésente dans l'entreprise, c'est-à-dire c'est un processus continu et dès le début, lorsqu'on a un projet dans l'entreprise, on veut déployer un nouveau service, on veut vendre des nouveaux produits, il faut réfléchir aux facteurs relatifs à la vie privée, puis il faut y réfléchir aussi au niveau de la gouvernance de l'entreprise. Par ailleurs, lorsqu'on développe une nouvelle application en ligne, lorsqu'on développe un nouveau service, il faut que les principes de la protection de la vie privée soient considérés dès le début et que ce soit des principes qui sont imbriqués par défaut dans les solutions qu'on offre. Finalement, on ne peut plus garder jusqu'à la fin des temps des renseignements personnels sans raison précise. Ça, je vous dirais, on ne pouvait pas le faire auparavant, mais maintenant, on va avoir des obligations de détruire ou de rendre anonymes les renseignements personnels et de planifier des calendriers de conservation et de destruction des renseignements personnels en fonction des objectifs qui sont légitimes pour l'entreprise dans la relation qu'on a avec les consommateurs, par exemple. Donc, pour que ce soit pour une question de protection d'actifs, respect de la loi ou même éviter des recours potentiels, c'est inévitable pour nous de se pencher sur la cybersécurité. Alors, aujourd'hui, notre plan, comme je vous ai dit, c'est assez simple. Hein? Qu'est-ce qu'il faut faire avant? Qu'est-ce qu'on fait durant la crise? Et que doit-on faire après? Alors, c'est sûr que la partie avant le cyberincident, on espère que c'est votre cas ce matin, c'est la partie la plus importante. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire en amont pour éviter un cyberincident? C'est sûr qu'on avait dit
simplement que la cybersécurité, c'est une affaire de tous. C'est une affaire de toutes les entreprises, mais c'est également une affaire de tous les employés à tous les niveaux, qu'on soit employé, dirigeant ou membre du conseil d'administration. La cybersécurité est un élément qui nous concerne. C'est sûr qu'au point de vue du conseil d'administration, il y a la responsabilité légale qui s'ensuit. Donc, c'est particulièrement encore plus important de s'y plancher. Alors, comme vous savez, le conseil d'administration a une obligation de prudence et de diligence et également de gérer les risques. De nos jours, la cybersécurité, l'ignorer, ce serait carrément de l'aveuglement volontaire. Alors, c'est sûr que dans la gestion des risques, le conseil d'administration se doit examiner la cybersécurité. En fait, cette obligation de diligence des administrateurs les oblige également à préserver à assurer la préservation des renseignements confidentiels. D'ailleurs, la loi 64 a des dispositions spécifiques pour le conseil d'administration. Maintenant, qu'est-ce que le conseil d'administration doit faire? C'est sûr que minimalement, il faut avoir une certaine compétence en l'entour de la table. On ne dit pas qu'il faut aller chercher nécessairement quelqu'un en TI pour siéger sur votre conseil d'administration. Ce que je vous recommande, c'est premièrement faire une matrice de compétences pour voir qui a une certaine compétence en l'entour de la table. Puis si vous n'avez pas cette compétence, mais ce n'est pas grave. L'important, c'est que le conseil d'administration devienne vigilant et soit formé en conséquence. Alors, minimalement, le conseil d'administration devrait suivre une formation en matière de cybersécurité pour être capable de développer des réflexes et poser des questions et être sensible aux risques potentiels et s'assurer qu'il y a une certaine technologie qui est mise en place. Donc, évidemment, une fois que le conseil d'administration est conscient de ces risques et sait comment gérer, mais il faut mettre en place que la cybersécurité soit intégrée dans la stratégie de l'entreprise et qu'il y ait un plan d'action qui en découle. Habituellement, c'est le comité audit qui va garder un œil sur ce risque et également va débloquer un certain budget pour gérer cette cybersécurité. Bien évidemment, la loi 64 qui a été adoptée en septembre dernier et qui va rentrer en vigueur au fur et à mesure dans les 2 prochaines années, prévoit notamment qu'il faut nommer un responsable de la protection des renseignements personnels. La loi indique qu'il faut que ce soit la personne ayant la plus haute autorité au sein de l'organisation ou cette personne peut nommer quelqu'un d'autre. Ce qui prend, ce n'est pas nécessairement le président, c'est souvent le secrétaire juridique qui s'occupe de cette fonction. Alors, qu'est-ce que le CA peut faire pour gérer la cybersécurité? Donc, premièrement, on vous suggère d'instaurer un système de reddition de comptes sur cette situation technologique d'entreprise. Donc, moi, sur les CA, sur notre ordre du jour, on tente toujours de prévoir un aspect pour parler de la cybersécurité. En fait, on demande que les cyberincidents soient rapportés au CA pour que la stratégie de cybersécurité puisse être adaptée, puis qu'on puisse voir où se situe la faille en matière de cybersécurité. Bien entendu, un autre élément très important, c'est faire l'inventaire des actifs à protéger. Parce que dépendamment où sont situés vos actifs, bien, votre solution de protection risque d'être différente. Comme Éric l'a dit si bien, ça risque plus d'être dans un coffre-fort. Donc, ça peut être sur votre ordinateur, mais il ne faut pas oublier que il y a également le fameux Internet des objets. Donc, maintenant, avec des objets intelligents, ils peuvent être victimes également d'un cyberincident. Également, une fois qu'on a fait l'actif puis qu'on a pensé à des solutions possibles, mais il faut également réfléchir aux conséquences possibles d'une brèche de sécurité. Alors, qu'est-ce qui se passe si les ordinateurs ont été compromis? Comment qu'on fait pour communiquer? C'est quoi puis c'est quoi les solutions possibles? Est-ce qu'on a un courriel alternatif? Est-ce qu'on appelle les gens sur leur cellulaire? Est-ce que c'est un téléphone IP? Alors, tout ça, c'est très important de réfléchir en amont pour pouvoir l'intégrer dans le plan. Bien entendu, il y a le respect de la loi, des lois. Je suis en train de perdre ma voix. Ça se peut qu'Éric, il faudrait que tu embarques bientôt. En fait,
Respect des lois. Éric, je vais t'inviter parce que… OK, parfait. Je vais continuer ici un petit peu pour donner un petit repos aux cordes vocales de Selena. Donc, c'est important dans les responsabilités du CA de veiller au respect des lois. Et quand on dit des lois, c'est parce qu'on a évidemment un cadre pour les renseignements personnels au niveau provincial, mais on a aussi une loi au niveau fédéral. Et quand on fait affaire à l'étranger, parce que c'est un peu la nature du commerce maintenant qui se fait beaucoup à l'international, il faut regarder les lois aussi qui s'appliquent dans les autres juridictions avec qui on fait affaire. Par exemple, si on va en Europe, il y a les RGPD. Si on va en Californie, il y a des lois qui visent à protéger les consommateurs en matière de dissémination de leurs renseignements. Et maintenant, une fois qu'on a établi nos objectifs, qu'on a essayé d'identifier les actifs à protéger, puis comment on doit les protéger, bien, il faut avoir un contrôle interne. Donc, il faut avoir des politiques dont on fait prendre conscience à nos employés. On vient même les encadrer avec des sanctions s'il y a des manquements, de manière à ce qu'on puisse atteindre nos objectifs. Puis quand je dis des politiques, il y a évidemment les politiques qui sont visibles de la part des consommateurs, des personnes à l'externe, par exemple, la politique de vie privée qu'on met sur un site web, mais il y a aussi des politiques internes qui visent, par exemple, à utiliser de manière adéquate le matériel informatique qui est fourni par l'employeur. Effectivement, en fait, excuse-moi, oui. Éric, je peux reprendre un petit moment. Effectivement, c'est que vraiment, les politiques et les procédures, c'est vraiment votre moyen de sauvegarde parce que la technologie a évolué de manière très rapide. Vous pouvez avoir la meilleure technologie au monde, mais la plupart des cyberincidents se passent 12 pouces derrière l'écran. Alors, l'humain est au centre de tout. Alors, ça nous amène à notre dernier point, c'est vraiment développer une culture de cybervigilance au sein de l'entreprise. On a dit que le conseil d'administration doit être formé, mais la direction également, mais également tous les employés doivent être capables de décider c'est quand ils sont devant un cyberincident puis qu'est-ce qu'ils doivent faire. Alors, donc ça va en lien avec les politiques et les procédures. Un exemple aussi simple que le télétravail, juste le fait que l'ensemble de vos employés sont à distance, si vous n'avez pas mis en mesure des politiques, ça peut s'avérer très problématique que votre employé partage des secrets commerciaux, de l'information confidentielle, puis qu'il utilise l'ordinateur de votre ado qui a téléchargé les jeux vidéo. Alors, donc, au-delà de la technologie, c'est la responsabilité du CA de mettre en place ces contrôles et de développer cette culture de cybervigilance au sein de l'entreprise. Maintenant, une fois que vous savez bien qu'est-ce qu'il en est au niveau de la gouvernance technologique, Éric, tu vas nous parler un peu de quoi faire avant le cyberincident. Oui, en effet. Avant le cyberincident, évidemment, tout ça, tout ce qu'on met en place, c'est pour tenter d'éviter un cyberincident et s'il y en a un, pour être préparé pour pouvoir réagir rapidement. Alors, si on va à la page suivante, à quoi ça sert notre plan de gestion, notre plan de cyberincident? Bien, c'est évidemment d'être en mesure de réagir rapidement et efficacement, de gérer la crise, de la gérer de tous ces aspects, tant au niveau technologique, parce qu'il ne faut pas se limiter à ça, mais il faut y penser au niveau technologique. Qu'est-ce qu'on fait pour que nos systèmes reviennent en fonction, qu'on puisse assurer la sécurité des renseignements puis qu'on puisse continuer d'opérer l'entreprise. On ne veut pas d'interruption d'entreprise. Mais aussi, il faut réfléchir au niveau de la gouvernance, à qui ça doit être signalé, au niveau de la communication, à qui ça doit être divulgué parmi nos clients, Alors, on a tous ces aspects-là qu'on doit planifier pour que ça soit un plan de match qui est très clair au sein de l'entreprise. Et il faut que ce plan-là, évidemment, soit communiqué au sein de l'entreprise. Le laisser sur une tablette, ça ne sert absolument à rien parce que il faut aussi y réfléchir constamment parce qu'il va évoluer avec le temps. Les technologies évoluent. Les problèmes qu'on a aujourd'hui avec l'info nuagique, on ne les avait peut-être pas il y a 10 ans, ou du moins ça commençait avec les Dropbox, mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus omniprésent dans la gestion, par exemple, d'un parc informatique. Donc, on doit le communiquer aux membres du conseil d'administration, à la direction de l'entreprise et
aux employés et à tous les employés, dans une certaine mesure, qui doivent être en mesure de jouer leur rôle en cas de problème. Maintenant, qu'est-ce que ça contient, ce fameux plan? D'une part, il faut définir notre champ d'application. Ça, c'est très juriste de vous dire ça, mais il faut définir les objectifs de notre plan. Dans le plan lui-même, il faut voir qu'est-ce qu'on vise à faire. Et ça, c'est les principes qu'on va vouloir mettre en place et qui vont probablement survivre à plusieurs itérations du plan parce qu'au niveau technologique, ça va changer. Au niveau du déploiement au sein de l'entreprise, ça va peut-être s'améliorer, mais les objectifs, eux, devraient être pérennes, devraient survivre à plusieurs évolutions du plan, quoique on peut rajouter des objectifs lorsqu'il y a une évolution de l'entreprise. Il faut définir maintenant d'une manière plus pratico-pratique les rôles et responsabilités de l'équipe d'intervention. Donc, les mesures à prendre et qui va les prendre. Il faut déterminer qui va faire quoi essentiellement et aussi, il faut que l'événement soit signalé. Et ça, c'est un des gros enjeux. Il y a beaucoup de cyberincidents qui ne sont jamais signalés parce que les employés vont se dire, ça n'a pas de l'air si grave, mon ordinateur fonctionne encore, j'ai cliqué sur une pièce jointe, ça n'a pas de l'air d'avoir rien fait. Ça me semble très étrange comme courriel, mais je ne vais pas en parler aux gens de technologie. J'ai perdu mon ordinateur. Bon, je vais le signaler 5 jours plus tard, là, mais ce n'est pas urgent. Alors, il faut s'assurer qu'il y a un signalement rapidement. Et après ça, il faut que l'équipe soit prête à réagir selon le type d'incident. Par ailleurs, au sein d'une entreprise, il doit y avoir une réflexion sur la gravité des incidents. Ce n'est pas tous les incidents qui ont le même degré de gravité. Il y a des incidents, par exemple, qui vont avoir très peu de conséquences parce qu'on va pouvoir changer, par exemple, un mot de passe compromis très rapidement et vérifier qu'il n'y a pas eu d'accès non autorisé à des renseignements personnels. On est capable d'en avoir la traçabilité dans certains cas. Et dans d'autres cas, on n'est pas sûr de ce que ça va avoir comme conséquence ou les renseignements qui pourraient être compromis sont beaucoup plus sensibles. Donc, le plan doit avoir des objectifs et des procédures connexes qui servent à aider les employés à mettre en place toutes ces mesures-là. Et en bout de ligne, on veut aussi apprendre. Et c'est pour ça qu'ici, on l'a écrit en caractère majuscule. Le but du plan aussi est d'être évolutif et d'éviter d'avoir un nouvel incident. Si on a eu une brèche de sécurité, on espère que l'entreprise va apprendre et qu'on va limiter les risques que la même brèche de sécurité revienne. Alors, ça prend cette politique-là, ce plan-là en place, écrit, clair pour tout le monde. Maintenant, la mise en œuvre du plan, là, il ne faut pas le mettre, comme je vous dis, sur une tablette. Il faut effectuer des simulations de cyberincidents. Il faut faire auprès des employés des simulations d'hameçonnage. À tout le moins, si on a des employés qui sont très sophistiqués, qui sont par exemple dans le domaine informatique, il faut qu'on leur rappelle quelles sont les procédures, qu'est-ce qu'on a en place pour le plan pour s'assurer que la machine va fonctionner. Le plan doit tout le temps évoluer. On insiste beaucoup là-dessus parce que les technologies vont évoluer. Par ailleurs, l'entreprise aussi va parfois grandir. On souhaite que les entreprises au Québec grandissent, prennent l'expansion. Il va falloir que nos politiques suivent cette évolution-là. S'il y a des nouvelles branches d'affaires, des nouveaux modèles d'affaires qui sont intégrés dans l'entreprise, et il faut que ça se reflète dans des politiques, des manuels des employés et qu'il y ait vraiment une marche à suivre pour un employé lorsqu'il se rend compte d'une situation qui pourrait être un cyberincident. Donc, aussi banal que la perte d'une clé USB qui contenait des renseignements personnels, qu'est-ce que je dois faire, à qui je dois le signaler et comment tout ça va s'articuler au sein de l'entreprise. Il faut faire très attention au roulement de personnel. Ça, c'est un des enjeux qu'on a vu surtout avec toute la mobilité des travailleurs dans les dernières années. Il faut s'assurer que si on a désigné monsieur un tel pour réagir en cas de tel incident, ce n'est pas la journée qu'on a un incident puis qu'on découvre que finalement, il est parti depuis 2 mois qu'il faut y penser. Il faut y penser dès qu'on a des mouvements, des changements de personnel dans les postes clés. Donc, le document doit contenir idéalement une liste qui se met à jour en fonction des changements de personnel au sein de l'entreprise. Et idéalement, on devrait avoir un registre de qui a accès à quoi comme information au sein de l'entreprise
la pire situation, là, puis je l'ai vu chez une de mes clientes, un petit aparté, j'ai une de mes clientes que tout le monde avait accès à tous les renseignements de l'entreprise. Ça a amené des conséquences catastrophiques parce que des employés avaient accès à des renseignements personnels d'autres employés au sein de l'entreprise. Ils n'avaient rien cloisonné parce qu'ils disaient, bon, on fait confiance à notre monde, mais la journée où ils ont découvert qu'ils avaient un employé qui était un peu malveillant et qui avait été voir dans des renseignements personnels, c'est là qu'ils se sont rendus compte qu'ils avaient besoin de mettre en place une espèce de cloisonnement de l'accès à certains renseignements personnels. Donc, le plan aussi doit comprendre un plan de match en matière de communication en cas de cyberincident. La communication, c'est la clé de la réaction en matière de cyberincident. Il y a la communication à l'interne. Donc, on doit se poser des questions et planifier à l'avance à qui on doit communiquer à l'interne, qu'est-ce qu'on doit communiquer et comment le communiquer. Et ça doit être communiqué, je vous dirais, une des premières réponses quand on dit à qui, évidemment aux gens de technologie, mais aussi au conseil d'administration. Il doit y avoir une mécanique pour que les administrateurs sur qui reposent des obligations juridiques soient informés de ce qui se passe. Et il faut que ça soit clair, ça soit compréhensible comme information. Donc, si on envoie un rapport d'incident qui est écrit en langage informatique à un administrateur qui n'a pas de formation informatique, on pourrait parfois le faire s'inquiéter de situations banales ou le faire ne pas comprendre les conséquences d'une situation grave parce qu'on lui explique ça dans un jargon informatique qu'il ne comprend pas. Et ensuite, évidemment, il faut penser aux alternatives de communication à l'interne et à l'externe, parce que oui, on va vouloir, par exemple, communiquer, par exemple, avec des employés pour qu'ils réagissent, mais pensez à si vous avez une technologie de téléphone IP, vous perdez complètement le fonctionnement de vos systèmes informatiques. Peut-être que vos téléphones ne fonctionnent plus. Et il faut savoir comment on va communiquer aux gens. On l'a vu des entreprises qui avaient omis ce petit détail-là et ça a pris des heures pour qu'on puisse communiquer l'information à la personne responsable parce qu'on n'avait tout simplement pas ces coordonnées d'un téléphone personnel ou un autre moyen de la rejoindre. Mais il faut aussi penser à la communication à l'externe. Donc, la communication face au public. Dans certains cas, il va falloir gérer une crise face aux médias. Lorsqu'on est une grande entreprise ou qu'on est dans l'œil des médias. Il va falloir aussi communiquer, dans certains cas, avec des avocats. On va falloir communiquer parfois aussi avec des autorités lorsque c'est exigé par la loi. Donc, votre politique de confidentialité, pour pouvoir s'articuler, devrait prévoir des catégories de données. Il devrait avoir des données qui sont plus sensibles que d'autres. Si on parle de renseignements médicaux, c'est peut-être des données qu'on ne veut pas nécessairement qui se propagent dans la population lorsque nos données sont confiées, par exemple, à un système de dossier médical électronique, alors que lorsqu'on parle de données plus banales, par exemple, notre joueur de hockey préféré, il s'agit peut-être de données un petit peu moins sensibles, quoique il pourrait y avoir des grands débats pour les amateurs de hockey là-dessus, mais c'est peut-être un peu moins sensible que d'autres données. Donc, il faut les catégoriser. Et il faut en faire une gestion, c'est-à-dire savoir, peut-être que dans certains cas, on va vouloir les mettre sur des systèmes séparés et il va falloir mettre des limites d'accès aux informations qui sont sensibles. On a une problématique qu'on voit souvent dans par exemple, des endroits où ils ont des dossiers médicaux électroniques, des employés qui vont se mettre le nez dans les données médicales de leurs voisins ou des vedettes de la télé pour essayer d'obtenir de l'information sensible. Évidemment, ce n'est pas souhaitable que tout le monde ait accès à tous les renseignements. Et lorsqu'il y a des accès, dans certains cas, il faut que ça soit journalisé puis qu'il y ait une surveillance de tous ces accès-là. Donc, le plan doit prévoir des mécanismes de contrôle. Il doit aussi, idéalement, prévoir des mécanismes de prévention. Donc, et là, je vous en donne quelques-uns. Idéalement, on fait affaire avec des informaticiens qui ont un bagage d'expérience spécifique à la protection des données, à la protection des renseignements sensibles.
Mais il y a des règles de sécurité qu'on recommande. Puis d'ailleurs, je pense qu'il y avait une question dans le Q&A là, qui est apparue. Est-ce qu'on doit permettre aux gens d'utiliser les appareils personnels? Bien, idéalement, je vous dirais, la réponse est non. C'est sûr qu'on a vécu une pandémie où tout le monde s'est déployé en vitesse et parfois l'ordinateur familial est devenu l'ordinateur de bureau aussi en même temps. Mais ce n'est pas la situation idéale pour un ensemble de raisons, parce qu'on n'a pas de contrôle nécessairement sur la personne qui est assise devant l'écran. Ça peut être le conjoint, ça peut être les enfants, ça peut être le colocataire de la personne à qui on donne accès normalement. L'appareil à usage familial, par exemple, il peut y avoir plein d'applications qui ont été téléchargées là-dessus. On ne sait pas, on n'a pas nécessairement le contrôle là-dessus. On ne peut pas dire aux gens, bien, vous allez interdire à votre adolescent de jouer à des jeux vidéo sur l'ordinateur, alors que c'est un ordinateur auquel normalement il a accès. En même temps, lorsqu'on fournit du matériel d'entreprise, par exemple, ce n'est pas nécessairement un investissement majeur pour beaucoup d'entreprises, c'est un choix raisonnable de dire on va fournir un ordinateur portable à nos employés. Ben, on ne doit pas lui permettre d'installer n'importe quoi là-dessus, ni de l'utiliser à des fins personnelles, ou si on le fait, parce que certains employeurs ont une certaine tolérance à cet égard-là, ben, il faut l'encadrer. On ne peut pas lui permettre d'installer encore une fois n'importe quoi là-dessus. Il faut contrôler les applications et s'assurer qu'il y a une mise à jour et des systèmes d'exploitation et des logiciels qui sont installés. On ne veut pas que les gens fonctionnent avec des systèmes qui ont des vulnérabilités connues. Il y a eu dans les médias dans la dernière année, par exemple, 2 grosses vulnérabilités qui ont été bien documentées qui permettaient de prendre un certain contrôle sur les ordinateurs, d'avoir un accès administrateur sur des ordinateurs à distance. Évidemment, on ne veut pas ce genre de situation-là et d'appliquer les rustines de sécurité, c'est très important. Évidemment, il faut limiter l'accès aux renseignements critiques. Je vous dirais, souvent les gens l'oublient, mais limiter l'accès au port USB. On ne veut pas que les gens mettent une petite clé USB, téléchargent toute l'information d'une entreprise, partent avec, mais aussi à l'info nuagique. Il y a peut-être certains services d'info nuagique qu'il faut barrer de nos plateformes. Et en réponse à une autre question qu'il y avait dans le Q&A, il faut mettre en place des outils, idéalement, de surveillance des réseaux, des téléchargements, des transferts massifs de données. Donc, il existe des agents, par exemple, on appelle ça un agent au niveau informatique, qui vont surveiller une plateforme et qui vont tout d'un coup détecter qu'un employé a un comportement anormal. Il est en train de télécharger une grande quantité de données. Normalement, ça devrait être bloqué immédiatement. Il devrait y avoir une alerte à un administrateur qui devrait pouvoir, après ça, contacter la personne et lui demander qu'est-ce qu'il fait. Et on ne veut pas nécessairement bloquer le fonctionnement de l'entreprise, mais une bonne conversation téléphonique qui nous explique pourquoi il est en train de télécharger tous les secrets commerciaux de l'entreprise ou tous les renseignements personnels sur un paquet de clients, ben, c'est un bon mode de prévention. Vous savez, la conversation entre humains, à travers Teams ou pas, c'est quand même un bon mode de prévention en général. Maintenant, Célia. Merci. Comme vous pouvez voir, le gros du travail se fait en amont. Donc, c'est vraiment en prévention que vous allez pouvoir éviter le cyberincident. Mais malgré ce que vous avez mis en place, il y a un cyberincident qui arrive. Qu'est-ce qu'on fait? Premièrement, ça serait prendre une bonne respiration puis rester calme. Dans le meilleur des mondes, vous avez un plan d'intervention Eric, vous allez aborder, que vous mettez en place. Je réitère quand même l'importance d'avoir un plan. Je le compare souvent à un incendie, à un plan d'incendie. C'est-à-dire, si vous n'avez jamais fait d'exercice d'incendie, ce n'est pas possible pour vous de savoir où est la porte de sortie, comment sortir, puis comment réagir. Alors, en matière de cybersécurité, c'est exactement la même chose. C'est important que ce plan soit communiqué à l'ensemble des employés, puis qu'ils savent comment agir, puis quoi faire dès le moment qu'il y a un cyberincident. Alors, quand un cyberincident arrive, 3 éléments très importants. Premièrement, il faut être capable de le détecter, de le signaler aux bonnes personnes, puis de le confiner. Alors, commençons avec la détection.
On a parlé de la stratégie. En fait, Éric a élaboré longuement sur la stratégie à mettre en amont en matière de cyberincidents. Et également, il a également parlé de mécanismes pour vous alerter. C'est sûr que il y a un spectre de mécanismes qu'on peut mettre en place. À un bout du spectre, il y a le fameux SOC, le Security Operations Center, comme qu'on voit dans les films, avec plusieurs écrans où qu'on détecte des activités de cyberincidents. À l'autre spectre, ça peut être également des contrôles à l'interne, puis même des contrôles via des employés. C'est-à-dire un employé qui voit soudainement dans sa boîte courriel qu'il y a des courriels qui ont été envoyés dans leur outbox, mais qui n'ont jamais envoyé. Ça devrait être assez pour que l'employé détecte qu'il y a quelque chose de pas usuel sur son ordinateur et qu'il s'en va le signaler à la bonne personne. Donc, nous, on parle de cyberincident et non de cyberattaque. Alors, c'est très important que les employés savent c'est quoi un cyberincident. Comme on vous dit, un cyberincident, ça peut être aussi simple qu'avoir perdu son ordinateur, perdu son cellulaire, que des cyberincidents qui sont beaucoup plus évidents ou que votre ordinateur ne fonctionne plus et qu'on vous demande une rançon. Alors, pour chacun des scénarios, il faudrait prévoir c'est quoi la conséquence possible, puis c'est quoi le plan d'action possible et à qui le signaler. Donc, ça m'amène à mon deuxième élément, le signalement. Alors, comme je vous ai dit, ça dépend du scénario pour savoir à qui le signaler. C'est sûr que les administrateurs ont une responsabilité. Donc, dans tous les cas, ça doit leur être signalé. Est-ce que ça doit être signalé immédiatement ou ça peut attendre au prochain conseil d'administration? Ça va dépendre de la gravité de l'incident. Donc, dépendant de l'information qui a été perdue, ça peut être aux ressources humaines si c'est peut-être des renseignements personnels des employés. Puis, ça peut être aux relations publiques si c'est des renseignements personnels des clients. Et on voit également des incidents où que c'est de l'argent qui a été envoyé à des fraudeurs plutôt qu'aux fournisseurs. Donc, dépendamment de la gravité ou du type de cyberincident, il y a des personnes différentes. C'est sûr que pour moi, de toute évidence, la première personne, nous, c'est l'équipe de TI. En fait, je peux vous dire que même l'équipe de TI devrait avoir des personnes dédiées à l'équipe de cybersécurité. Une des pratiques que nous avons mis en place, c'est quand que vous pensez qu'il y a une possibilité de cyberincident, bien, on peut envoyer un courriel ou communiquer avec l'équipe de cybersécurité. Bien entendu, dépendamment encore de l'incident, signaler à l'équipe juridique, que ce soit à l'interne ou à l'externe. En fait, c'est très en lien avec le signalement aux assureurs parce que ça peut être, il peut y avoir une faute de votre part. Alors, si vous avez envoyé, si votre ordinateur a été compromis, est-ce que l'information confidentielle de vos co-contractants, de vos fournisseurs qui a fuité? Ou encore, si vos ordinateurs ne fonctionnent plus et que vous avez un arrêt opérationnel total, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que ça peut être couvert par votre police d'assurance? Alors, d'où on revient encore à ce qu'Éric a dit en prévention. Votre équipe d'intervention doit déjà prévoir à qui le signaler, puis c'est quoi le rôle de tous et chacun, dépendant du type de gravité et du cyberincident. Donc, là, on l'a détecté, on l'a signalé. La prochaine étape, c'est bien sûr de confiner. Parce que comme on a écrit en majuscule, on veut éviter un nouvel incident. C'est souvent démontré que dès que vous subissez un premier incident, les fraudeurs qui ont réussi vont essayer d'en faire un deuxième très peu de temps après. Alors, bien sûr, si le cyberincident provient de votre entreprise, ce serait que l'équipe TI intervienne et vienne fermer les accès possibles. Et bien sûr, il faut enquêter pour savoir d'où vient, c'est quoi la source de ce cyberincident, comment on peut l'arrêter, puis tout de suite penser aux risques associés, puis comment mitiger les dommages. C'est sûr qu'en matière de crise, on a beau prévenir,
c'est toujours stressant, mais c'est toujours mieux quand on a un plan en place. Mais après le cyberincident, il y a quand même des actions à entreprendre. Puis c'est Éric qui va vous dire quoi faire après le cyberincident. Donc, après le cyberincident, évidemment, là, il faut être en mesure de savoir qu'est-ce qui s'est passé pour prendre les décisions conformément à notre plan, notre stratégie qu'on avait préparée. Donc, si on va à la page suivante, il faut se réfléchir, premièrement, à nos obligations de divulgation. Lorsqu'on a des renseignements qui ont transité, qui sont interprovinciaux ou qui viennent de l'étranger, on pourrait devoir aviser le commissaire à la protection de la vie privée à cause de la loi fédérale en matière de renseignement personnel. Quand c'est des renseignements du Québec uniquement, et dans certains cas, ça va être la Commission d'accès à l'information, selon les seuils qui sont déterminés dans les différentes lois applicables, si l'incident a la gravité et a un risque de compromettre les renseignements personnels de différentes personnes. Il faut aussi se poser la question, est-ce qu'on va aviser les personnes dont les renseignements personnels ou les renseignements confidentiels ont été potentiellement compromis? Puis souvent, la réponse est oui. Cacher de l'information, c'est peut-être pas toujours la meilleure stratégie. On est parfois mieux de gérer le message qu'on envoie et de le faire d'une manière ordonnée et de rassurer aussi nos partenaires d'affaires lorsqu'on parle, par exemple, de secrets commerciaux, qu'on a pris des mesures pour protéger leurs secrets commerciaux. Mais ce n'est pas toujours le cas. Il y a une réflexion juridique à faire à cet égard-là. Évidemment, il faut, dans certains cas, aviser des organismes fédéraux et provinciaux de réglementation. Il y a certaines industries qui sont très réglementées et qu'un incident déclenche un mécanisme d'avis qui est requis par la réglementation. Et dans certains cas, on va vouloir être plus prudent pour ne pas perdre, par exemple, des permis qui nous sont accordés. Évidemment, aussi, on a des gens qui sont des professionnels, des médecins, par exemple, des avocats, qui doivent, dans certains cas, lorsqu'il y a des renseignements personnels qui ont été compromis, aviser leur ordre professionnel et il s'ensuit souvent une espèce de travail collaboratif pour s'assurer de protéger le public. Le but d'un ordre professionnel étant de protéger les clients qui ont fait affaire avec le professionnel. Dans certains cas, on peut à tout le moins aviser les autorités policières, les cas de cybercriminalité. Ça peut être utile de le faire de manière notamment à documenter ce qu'on a fait, qu'il y ait une enquête lorsque c'est possible. Souvent, les autorités policières ont certaines limites quant aux ressources qu'ils ont. Mais ça peut être utile aussi de le faire lorsqu'on a éventuellement des recours à faire ou on veut faire valoir une réclamation auprès d'un assureur, qu'on a fait vraiment tout ce qui était possible pour identifier et confiner l'événement, incluant d'avoir ouvert ce dialogue-là avec les autorités policières. Donc, avant de déclarer aussi ou pendant qu'on déclare, il faut réfléchir un petit peu plus large. Donc, 2 conseils très importants. Révisez vos contrats. Parce que si vous aviez, par exemple, une entente de confidentialité et qu'il y a des secrets commerciaux d'un de vos partenaires d'affaires qui peuvent avoir été visés par une brèche de sécurité, vous avez peut-être l'obligation de le divulguer. Ça peut être aussi un contrat de fournisseur. Parfois, ce n'est pas express dans le contrat, ça peut être implicite du contrat, du fait qu'on vous fournit des données, vous avez un devoir de les préserver. S'il y a une brèche de sécurité qui les affecte, bien, parfois, il faut se poser la question, est-ce qu'on avise nos partenaires? Et aussi, dans un monde où on fait affaire à l'international, il faut réfléchir un petit peu plus large que notre loi provinciale et notre loi fédérale. Lorsqu'on fait affaire en Europe, il faut penser au RGPD. Lorsqu'on fait affaire en Californie, il faut penser aux lois qui visent la protection des renseignements des consommateurs en Californie. Alors, un peu partout où on fait affaire à travers le monde, il peut y avoir différentes lois qui nous imposent des contraintes supplémentaires par rapport à nos lois québécoises et canadiennes. Donc, dans certains cas, ça vaut la peine, lorsqu'on a, par exemple, beaucoup de renseignements qui pourraient viser des résidents de l'Europe, il faudrait à ce moment-là réfléchir et peut-être obtenir des avis juridiques pour protéger les administrateurs, comme quoi ils ont fait un travail diligent, obtenir des avis juridiques de personnes habilitées à les donner en fonction du RGPD.
Donc, maintenant, dans quel laps de temps on doit faire ça? Je vous dirais vite. Le plus tôt possible, mais en même temps, il faut quand même prendre le temps de savoir c'est quoi l'état de la situation. Si on est pour faire une divulgation à des autorités, on ne veut pas créer un vent de panique en mettant la situation pire qu'elle est. On ne veut pas non plus minimiser une situation qui est beaucoup plus grave et devoir réaviser et faire des amendements à ce qu'on a déclaré. Donc, il faut le faire correctement, mais dans le meilleur délai. Et au niveau de la gouvernance de l'entreprise, il faut juste être certain que nos administrateurs, nos dirigeants comprennent qu'il s'agit d'événements qui sont sérieux, qui requièrent leur attention. Ce n'est pas ce qu'on va faire l'été prochain quand on va avoir du temps entre les vacances de penser à qu'est-ce qu'on va déclarer. Par contre, si on veut avoir une idée du délai, c'est toujours au cas par cas, ça dépend des faits. On a une décision, par exemple, au Québec, où la Cour supérieure a dit qu'un délai de 46 jours était raisonnable dans certaines conditions. C'est les conditions du cas particulier, où il était nécessaire de faire une enquête préalable pour comprendre la situation. Donc, je vous dirais, il n'y a pas de règle stricte, mais lorsqu'on doit le divulguer, on doit le faire rapidement. Par ailleurs, il faut tenir nos registres à jour parce qu'on a une obligation de tenir des registres et ça doit être fait le plus rapidement possible, d'une manière continue. La loi fédérale et la loi québécoise imposent toutes les deux de tenir des registres d'incidents. Et cette tenue de registre-là doit être, au niveau du fédéral, il doit avoir un minimum de 24 mois de tenue du registre. Puis moi, je vous dirais que souvent, dans les pratiques d'entreprise, on va recommander que ça soit beaucoup plus long parce que ça va nous servir à faire de l'amélioration continue de nos processus d'entreprise. Qu'est-ce qu'on doit mettre dans ce registre-là? Il faut documenter ce qui s'est passé. Donc, les renseignements de qui étaient visés, par exemple, lorsqu'on parle de renseignements personnels. Évidemment, c'est une obligation qui ressort des lois pour les renseignements personnels. Pour les secrets commerciaux, c'est peut-être juste une bonne pratique, mais il faut au moins documenter clairement quels renseignements étaient visés, qui étaient les personnes qui peuvent être affectées par ça, quels sont les dommages qui peuvent découler de ça, quelles mesures on a prises pour confiner la situation. On doit essayer d'avoir un portrait clair de la situation qui va permettre, en matière de renseignement personnel, aux autorités de vérifier qu'on a fait notre travail correctement. Alors, Éric l'a dit à Rosie, c'est vraiment le plan que vous avez pour gérer les cyberincidents. Ça ne peut pas rester dans le placard, ça doit demeurer vivant et doit faire l'objet d'amélioration continue, surtout après un cyberincident. Parce que si vous avez mis en place un plan, mais il y a eu quand même une faille, donc c'est le temps de revoir la sécurité de votre entreprise pour voir qu'est-ce qui s'est passé ou quelle est la faille, puis qu'est-ce qu'on a oublié. Donc, ça permet, c'est une belle occasion pour mettre en place, pour mettre la mise à jour du plan. On parlait justement des employés. Donc, c'est sûr que les employés qui avaient des accès, qui ne sont plus en emploi, c'est le temps de leur enlever les accès, puis s'assurer que vos nouveaux employés soient également formés et soient mis à jour sur le nouveau plan. Et évidemment, il faut faire des audits avec des firmes externes, tant au niveau de la technologie que je dirais au niveau juridique. D'ailleurs, on vous a préparé un petit cadeau. On vous a fait un petit b.a.-ba de la cybersécurité. En fait, il s'agit d'un petit guide illustré qui contient les outils qu'on vous a présentés aujourd'hui concernant le avant, pendant et après un cyberincident. Puis également, juste pour vous donner une idée de votre situation, on a également préparé un petit questionnaire pour vous permettre de faire un certain audit de la situation technologique, mais surtout juridique en matière de cybersécurité de votre entreprise. Alors, maintenant, je pense qu'on a un beau petit 15 minutes pour aborder les questions. Oui,
Puis peut-être je pourrais commencer avec une question que j'ai vue Oui. dans notre Q&A sur comment est-ce qu'une entreprise peut prendre des mesures. Lorsqu'on parle de PME, on n'a pas nécessairement toujours les ressources nécessaires pour se payer un coffre-fort informatique, puis vraiment avoir un tracking très intrusif de qu'est-ce qui se passe sur les ordinateurs des employés. Chacun des employés pourrait télécharger les données et les utiliser sur différents ordinateurs. Ça devient difficile de gérer la diffusion de l'information. À cet égard-là, j'ai un exemple à vous donner. J'avais une cliente qui avait un parc d'ordinateurs sur lequel étaient installées toutes sortes de versions de Windows, toutes sortes de versions de Word, parce que les employés faisaient des rapports en utilisant Word, mais c'était des versions locales. Il y en a qui dataient, il y en a qui étaient à jour, il y en a qui ne l'étaient pas. Ils ont eu un cyberincident. Suite au cyberincident, dans la phase après, lorsqu'on les a accompagnés, on leur a suggéré de faire affaire avec une firme informatique pour remettre à niveau leur parc informatique. Ils se sont tournés vers une solution info nuagique. Donc, les consultants en informatique nous ont suggéré, par exemple, de faire une gestion de données avec un info nuagique hébergé au Canada, mais où les employés gardent les fichiers sensibles sur cette info nuagique-là, utilise aussi des logiciels en mode SaaS pour travailler les textes, pour travailler les rapports écrits qu'ils faisaient. Et ils ont pu, en prenant ce virage-là, établir disons, des pouvoirs plus grands des administrateurs informatiques. Et tout ça en faisant une économie par rapport à ce qu'ils avaient auparavant, parce que remettre à jour le parc avec des solutions informatiques plus conventionnelles, réinstaller tout sur les ordinateurs locaux, ce n'était pas nécessaire dans leur cas. Ils n'avaient pas un si grand volume de documents à mettre en place et ça aurait coûté plus cher. Donc, moi, je vous dirais que ces consultants en informatique-là peuvent proposer parfois des solutions créatives. Il faut juste s'assurer de les écouter parce qu'il faut aussi s'assurer que lorsqu'ils nous recommandent, par exemple, de mettre en place des solutions de backup ou autres, qu'on les suit. Alors, voilà ma recommandation. Parlez à vos informaticiens, écoutez-les et soyez créatifs avec eux. Bon, Éric, regarde, j'ai dit une question que je pense que tu vas trouver très intéressante puis que j'aimerais bien te la poser. Éric, maintenant qu'il y a eu un virage vers l'info nuagique, est-ce que c'est toujours pertinent d'avoir des mesures de sécurité physique? Oh, je vous dirais qu'effectivement, c'est encore très, très, très important. Encore là, je vais raconter une histoire, je raconte plein d'histoires. J'avais des clients qui étaient dans le domaine alimentaire. Ils avaient développé des procédés de fabrication et je vais les rencontrer justement pour parler de propriété intellectuelle, la protection de leur propriété intellectuelle. Parmi les fondateurs d'entreprise, il y avait un informaticien, puis il me dit, moi, c'est sécurisé, là, inquiète-toi pas, là. Tout est très, très, très sécurisé. J'arrive à l'usine le vendredi après-midi. La réceptionniste n'est pas là. La porte de la réception est barrée parce qu'elle est en congé, c'est l'été. Il fait chaud, donc je fais le tour de l'usine pour essayer de voir s'il y a une porte ouverte. Et j'arrive face à une porte de garage ouverte parce que quand il fait chaud, les machines chauffent et les employés ont tendance à ouvrir la porte pour avoir un petit peu moins chaud. Je rentre dans l'usine et j'arrive face à face. Il n'y a personne d'ailleurs parce que les employés sont en pause. Et j'arrive face à face à un ordinateur sur lequel il n'y a pas d'écran de veille. Et on voit tout le procédé de fabrication et on voit en plus les équipements qui sont en production juste devant moi. Donc, si j'avais été un espion, j'aurais pu facilement repartir avec beaucoup, beaucoup d'informations sur les secrets de l'entreprise. Ma recommandation, c'est qu'il faut encore barrer ses portes. C'est encore important aujourd'hui de prendre des mesures de sécurité physique pour protéger les ordinateurs, pour protéger la machinerie, pour protéger les documents papier qu'on imprime, parce qu'il y a encore plein de gens qui sont encore à l'aise à travailler avec des documents papier. Alors, ça fait partie des enjeux de sécurité pour une entreprise et ça doit faire partie de notre réflexion, même si ça sort du cadre strict de la cybersécurité. En fait, on parle de sécurité physique, la sécurité technologique, puis je répète,
procédure politique parce que c'est les humains qui sont derrière la cybervigilance d'une entreprise. Écoute, parlant d'humains, Éric, on a beaucoup de questions en matière de télétravail. Il y en a une, attends, je l'ai perdue. Je pense que c'est particulièrement pertinent parce que je pense que jusqu'au 28, on est encore à la maison. Alors, ça vaut la peine qu'on parle un peu de télétravail. J'ai une question ici. Pour le télétravail, y a-t-il des directives doit donner aux employés en lien avec la configuration de leur Wi-Fi? Ça semble être plus une question technologique que juridique, mais je suis certaine qu'avec tes connaissances, tu aurais de quoi à dire là-dessus. Je vous dirais, il faut quand même faire attention avec des gens qui ont de l'équipement désuet, qui utilisent encore des clés web là, ou des clés qui sont vulnérables. Il faut avoir un niveau de protection qui est adéquat en fonction des renseignements, mais il y a des protocoles Wi-Fi qui ne sont plus acceptables aujourd'hui et il faut s'assurer que nos employés ont l'équipement approprié, quitte à le financer, quitte à donner un petit crédit à nos employés ou un petit extra pour qu'ils puissent acheter des routeurs qui ont de l'allure ou qu'ils puissent, au besoin, changer de fournisseur Internet. On lui fournit parfois des chaises pour qu'ils soient plus confortables, pour ne pas avoir de problème d'ergonomie, mais il faut aussi penser à ça, leur fournir du matériel approprié. Puis c'est un peu au cas par cas. Donc, il peut y avoir un budget et des guidelines qui sont donnés qui peuvent être élaborés en fonction aussi de la sensibilité des données. En fait, il y a plusieurs entreprises qui ont adopté des politiques en matière de télétravail. Puis, dans les politiques, ça prévoit même que des fois, l'employeur peut faire des tests d'intrusion pour s'assurer que les ordinateurs, il n'y a pas de faille, justement. Je me permets une petite question de gouvernance. Donc, les obligations du CA retombent sur le président si on parle d'une PME sans CA. Écoute, c'est sûr que dans le cas du PME, c'est sûr que souvent, le président du conseil d'administration, le PDG, secrétaire, c'est toute la même personne. En réalité, dans la gouvernance d'une entreprise, le président, il est membre du conseil d'administration parce que toute entreprise doit avoir un conseil d'administration. Donc, effectivement, si vous n'avez pas de CA, des membres indépendants, votre conseil d'administration est composé du président, du PDG et les responsabilités du CA reposent sur ce président. Oui, puis quand on a des sociétés de personnes, des entreprises individuelles qui n'ont pas de conseil d'administration parce qu'on parle vraiment d'individus qui sont en affaires, la responsabilité repose sur ces individus-là. Donc, il faut penser de la même manière, avec les mêmes principes, que ceux qui sont en haut de la pyramide ont la responsabilité de s'assurer de la cybersécurité. Super. Maintenant, on avait parlé de divulgation. On a une question qui demande, est-ce que les organismes à qui nous devons divulguer émettent systématiquement des sanctions ou font toujours des audits? Je vous dirais non, parce que il y a une question très... bon, la société, on vit dans un monde de cyber-risques. Il y a une quantité d'entreprises qui sont victimes de cyber-incidents. On parle, il y a des rapports un peu divergents à cet égard-là, mais on dit à peu près que le quart des entreprises ont eu un cyber-incident dans la dernière année, un cyber-incident pouvant être au sens très large. Alors, est-ce que les organismes ont le temps d'auditer tout le monde, de sanctionner tout le monde? Définitivement pas. Est-ce qu'il va y avoir des sanctions qui vont être émises pour des entreprises qui se retrouvent dans des situations particulièrement délicates? Oui, puis les sanctions peuvent être assez sévères. Par exemple, l'omission de divulguer à la commission d'accès provinciale un cyberincident, il peut y avoir des pénalités pour une entreprise qui va de 3 000 à 30 000 $ par incident. Alors, si on pense à une entreprise qui serait très délinquante, qui a eu des incidents à répétition, les hackers sont rentrés une journée, puis ils n'ont rien fait, puis ils sont rentrés une autre journée, puis on a eu plusieurs incidents de suite et que l'entreprise a été très négligente. Ça se retrouve, par exemple, dans les médias, il peut y avoir des plaintes. Mais on pourrait avoir des sanctions qui seraient très élevées, 30 000 $ fois 10 parce qu'il y a eu 10 cyberincidents. On commence à parler de montants substantiels.
Tu avais parlé dans ton plan de communication des modes alternatifs de communication interne. Donc, si justement votre courriel est compromis, tout est compromis, est-ce que tu as des idées qu'on pourrait proposer à notre audience de modes alternatifs de communication interne? Bien, à tout le moins d'avoir les lignes personnelles des individus, d'avoir des moyens de les rejoindre, ou s'ils ont uniquement leur téléphone qui leur est fourni par l'entreprise, d'avoir au moins un autre moyen de les rejoindre. Ça peut être dans certains cas, le numéro de téléphone du conjoint, ça peut être dans certains cas d'autres modes de communication. Peut-être aussi, il y a des moyens très physiques et très simples à mettre en place. Par exemple, se poser la question, qui doit rentrer dans l'édifice pour gérer une situation. Parce que, et j'ai eu ça avec une cliente on avait un plan à mettre en place pour qu'est-ce qui se passe s'il y a un incident la fin de semaine. Et dans leur cas, vu la nature des renseignements, ce qui était le plus sécuritaire, on parlait de renseignements très sensibles, c'était que la présidente de l'entreprise et un employé technologique se donne rendez-vous. En fait, dès qu'il y avait un des deux qui se rendait compte de la situation, il se rendait physiquement sur les lieux de l'entreprise pour faire le bilan puis décider de l'intervention à faire pour s'assurer, évidemment, aussi de la continuité de l'entreprise. Je vois qu'on a des questions sur la loi 64. C'est sûr que la loi 64 en soi peut faire l'objet d'une présentation de 2 heures. D'ailleurs, si vous désirez, on pourrait vous envoyer des tableaux, des liens qu'on a préparés pour résumer quelques dispositions de la loi 64. Éric en a parlé brièvement lors de la présentation des principales dispositions. C'est sûr que la loi 64 traite des renseignements personnels, mais toute entreprise a possiblement des renseignements personnels, juste les renseignements de vos employés constituent des renseignements personnels. Donc, Éric, je ne sais pas, avec le temps qu'on a, peut-être qu'on n'aura pas le temps de tout adresser, mais ce que je vous suggère, c'est qu'on va vous envoyer un lien avec quelques dispositions que vous devez garder en tête en tant que PME en matière de loi 64. D'ailleurs, nous sommes déjà à 9h32. Je vous laisse peut-être répondre une dernière question avant de terminer. Oui, bien sûr. Éric, est-ce que tu veux la choisir? C'est parce que j'ai trop parlé. Écoute, t'en as-tu une que tu vois là, qui t'intéresse, Selena? Puis juste pour les participants, je vais juste mentionner pour toutes les questions qui ne sont pas répondues pendant le webinaire, nous allons partager bien sûr avec les conférenciers pour avoir des réponses directement envoyées à vous. J'en ai une que je trouve peut-être intéressante. On a parlé de la personne qui est en charge des renseignements personnels au sein de l'entreprise et de la personne qui est en charge des technologies de l'information. Parfois, dans certaines entreprises, c'est la même personne. Elle porte plusieurs chapeaux parce qu'on parle parfois de petites entreprises où il n'y a pas plusieurs gestionnaires. Dans des entreprises plus grandes ou lorsqu'on manipule un plus grand volume d'informations, la différence entre les deux, c'est qu'il y a une personne qui s'occupe peut-être plus des questions juridiques, d'accès à l'information, de la protection du public lorsqu'on parle de renseignement personnel, tandis que l'autre va être en charge de peut-être des aspects technologiques. Le cas échéant, si c'est 2 personnes séparées, ce n'est pas du tout un problème, mais il faut qu'ils se parlent. Il faut qu'ils se parlent régulièrement et qu'ils ne peuvent pas prendre des décisions en vase clos. Il doit idéalement avoir des rencontres statutaires qui sont planifiées entre ces personnes-là pour faire évoluer le plan d'action et aussi pour réagir en cas de cyberincident. Excellent, merci beaucoup. Merci Selena et Éric pour cette discussion fort intéressante. Nous avons plusieurs questions, effectivement, des participants que nous allons partager avec vous pour y répondre et beaucoup de commentaires positifs, en fait, en termes de contenu que vous avez partagé ce matin. Donc, merci encore une fois. Et merci également à vous tous. On était en grand nombre ce matin. Donc, merci encore d'être là avec nous. On se retrouve le 18 février prochain pour notre causerie virtuelle à la une en compagnie du ministre de l'Éducation du Québec, Jean-François Roberge. Pour plus d'informations, vous pouvez visiter le site web de la Chambre. Merci encore une fois et bonne journée à vous tous. Merci. Merci.